Bonjour à tous, mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue. Bienvenue au webinaire sur la diète méditerranéenne organisé par l'ambassade d'Italie et l'ICE d'Alger dans le cadre de la 5e semaine de la cuisine italienne dans le monde. Ce webinaire est réalisé en collaboration avec ALMA, École internationale de cuisine, et l'École supérieure d'hôtellerie et restauration d'Alger. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Gabriele Barone, je suis le directeur du bureau d'Alger de l'Agence italienne pour le commerce extérieur. La semaine de la cuisine italienne dans le monde est un rendez-vous annuel destiné à promouvoir les traditions culinaires d'Italie et les signes distinctifs de la marque italienne. Le projet s'inscrit dans le plan pour la promotion et la défense du Made in Italy agroalimentaire à l'étranger par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. À ce point, je m'arrête car je suis vraiment heureux et honoré de présenter Son Excellence Giovanni Pugliese, ambassadeur d'Italie auprès de la République algérienne démocratique et populaire. Monsieur l'ambassadeur, la parole est à vous. Alors bonjour à toutes et à tous, je me présente tout d'abord, je viens de prendre service comme ambassadeur d'Italie à Alger. J'ai commencé hier et donc je suis particulièrement ravi d'intervenir déjà aujourd'hui à ce webinaire. Et je veux remercier tout d'abord le bureau d'Alger de l'agence ICE et son directeur Gabriele Barone pour l'organisation aussi bien que Alma et Eshra pour la réalisation de ce webinaire. Je donne aussi la bienvenue, bien sûr, à tous les nombreux participants algériens et italiens. Je suis convaincu que le domaine de la cuisine et de la restauration, mais aussi de l'agriculture et de la production agro-industrielle, soient des secteurs dans lesquels il y a beaucoup de potentiel de collaboration entre Italie et Algérie. Dès que possible, je serai très heureux de commencer à voyager en Algérie pour connaître sa culture alimentaire et les produits de ces différentes régions. Je serai aussi engagé à soutenir les sociétés italiennes qui opèrent dans ce domaine et qui soient intéressées à investir en Algérie et à créer des collaborations avec des entreprises algériennes dans la production agroalimentaire ou dans la restauration. Permettez-moi de dire dans cette occasion aussi quelques mots sur la diète méditerranéenne, qui est au centre, bien sûr, de la semaine de la cuisine italienne dans le monde et aussi du webinaire d'aujourd'hui. La diète méditerranéenne n'est pas juste un régime alimentaire, plus ou moins répandu en Italie, bien sûr, et dans d'autres pays de la Méditerranée, comme aussi l'Algérie. Mais c'est aussi un style de vie, une idée idéale, qui est appréciée partout dans le monde pour les effets positifs sur la socialité et surtout sur la santé. Mais les deux aspects sont liés étroitement. Et en raison de ces caractéristiques, en 2010, l'UNESCO a prestigieusement reconnu et inséré la diète méditerranéenne dans la liste des patrimoines culturels immatériels de l'humanité. Parmi les pays qui vantent de la Méditerranée et qui vantent d'importantes traditions gastronomiques, la cuisine italienne est considérée parmi les plus fidèles aux principes de la diète méditerranéenne, aussi bien pour ses ingrédients que pour le style de vie typique de l'Italie. Quand nous parlons de promotion de la cuisine italienne, donc, ce que nous voulons faire connaître, ce n'est pas seulement une série de recettes et de produits de notre territoire, mais aussi la culture, l'identité et les valeurs qui sont derrière tout ça. Ceux d'entre vous qui connaissent l'Italie savent bien que les Italiens aiment se boire pour manger et ils mangent pour se boire. Donc il y a un élément de socialité qui est très fort dans notre tradition. Pour terminer, je souhaiterais rappeler que pour la conclusion de cette semaine de la cuisine italienne dans le monde, nous avons prévu le dimanche prochain un webinaire en collaboration avec le Programme alimentaire mondial sur le sujet du défi d'une alimentation saine pendant la pandémie du Covid-19 dans une situation de réfugiés prolongée, en référence notamment à la situation de réfugiés sahraouis dans les camps de Tindouf. Je vous invite donc à participer à travers le lien que vous trouverez sur le site internet de l'ambassade ou bien sur notre page Facebook. Merci et bonne continuation et j'espère que tout le monde va se rapprocher encore plus à la diète méditerranéenne. Merci à tout le monde.
Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour vos paroles et pour nous avoir honorés de votre présence aujourd'hui. Merci encore. Avant de commencer la session technique du webinaire, je voudrais montrer la vidéo intitulée « Le cinquième élément ». Le titre évoque la capacité toute italienne de transformer les 4 matières premières en produits extraordinaires. Cette capacité-là est notre cinquième élément, composé de tradition, d'unicité du territoire, du processus technologique et de l'attention à la qualité. Je demande, s'il vous plaît, au réalisateur de montrer les vidéos, s'il vous plaît. J'ai le plaisir maintenant de présenter Chef Maria Amalia Nedda. Chef Nedda a obtenu son diplôme à l'École internationale de cuisine dirigée par Gualtiero Marchesi. Après, elle part en France pour les restaurants parisiens Jules Verne, situé au 2e étage de la Tour Eiffel. Elle revient en Italie pour participer à Top Chef Italia et décide d'ouvrir son propre restaurant Les Caves. Maria Amalia, la parole est à vous. Bonjour à tout le monde, je suis Maria, je suis très honorée d'être aujourd'hui avec vous, aussi parce qu'ils m'ont demandé de vous parler d'une chose qui est très très chère à tous les Italiens et surtout à Parme, que je ne sais pas si vous connaissez, c'est une ville qui est très très connue parce que justement on y mange bien, et c'est le régime méditerranéen. Le régime méditerranéen, déjà on y commence. Qu'est-ce que c'est ce régime méditerranéen? Déjà le mot régime, le mot diète, ça nous donne pas justement justice à ce qui c'est, parce que c'est pas vraiment, on parle pas de régime parce que c'est pas par rapport à la perte de poids, c'est vraiment un style de vie, c'est un mode de vivre qui s'est instauré dans tous les bassins du Méditerranée d'ici à plus de 5000 ans.
Déjà, ça fait un moment qu'il y a beaucoup de documentation médicale. Ça fait plus que 20 ans que cette étude faite dans les plus prestigieuses des universités dans tout le monde, qui nous dit que ces régimes méditerranéens, ces styles de vie qu'on applique au tout bassin de la Méditerranée, c'est très très bon pour notre santé parce que c'est testé, comment dire, qui nous donne une vraie diminution, surtout des maladies cardiovasculaires, qui nous prévient d'une maladie neurodégénérative, mais aussi de l'obésité, du diabète et aussi du cancer. Et pourquoi on a ça? On a ça parce que c'est le régime par excellence qui a un gros effet protecteur pour notre organisme contre le vieillissement de notre cellule, le vieillissement de notre matière grise et tout ça. C'est un régime. Alors déjà, on commence, qui était classifié, comme on disait aussi notre ambassadeur, qui était classé par UNESCO comme un patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Qu'est-ce que c'est donc un patrimoine culturel et immatériel? C'est-à-dire, c'est tout l'ensemble des traditions, des cultures et des modes de vie qui s'étremontent de nos ancêtres à nous et de nous à notre fils. Donc, ça va être éternel. Donc, déjà, quand on parle des régimes méditerranéens comme style de vie, on part à 5000 ans avant. Et j'espère aussi on y pourrait parler pareil dans 5000 ans d'ici à ce temps-là. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est traditionnel, c'est contemporain et c'est vivant. Les patrimoines culturels, c'est, on va dire, c'est quelque chose qui prend dans ça tous les pratiques rurales et urbaines contemporaines qui unissent pareillement des différents groupes culturels. Donc, c'est très inclusif. Quand on parle des bassins des Méditerranéens, on parle des régimes méditerranéens. Je sais que ça va être les mêmes pour nous, pour nous en Italie, pour les Maghreb, pour tout ce qui est le sud de la France, l'Espagne, le Portugal, la Grèce et comme ça. Donc, par exemple, je pense qu'il y en a pour tout le monde. Il y en a, on va dire, ces spécificités culturelles qui s'étremontent de génération en génération. Il y en a partout dans tout le monde. Donc, il faudrait penser un peu à nous. Qu'est-ce qui c'est pour nous notre patrimoine culturel immatériel? Déjà, les régimes méditerranéens, c'est un peu l'ensemble de tous ces symboles, des rituels, des traditions, des cultures, ce qui nous rend pareil à vous, même pour ce qui c'est par rapport à la récolte de blé, des végétaux et tout ça, et à la pêche, à l'élevage, aussi à la conservation, à la transformation, pas que la cuisine donc. Il y a 2-3 choses qui sont aussi pareilles pour nous que pour vous, que c'est ces choses de manger ensemble. On va dire que pour nous, le repas, c'est un moment de condivision. Et ça, c'est très spécifique du régime méditerranéen. Parce que manger pour nous, d'avoir un repas, un dîner tous ensemble, c'est toujours un moment d'échange social et de communication. Donc, c'est très important aussi de ne pas manger seul dans les régimes méditerranéens. Donc, voilà, aussi pour ce qui c'est par rapport aux valeurs de l'hospitalité, du voisinage et aussi du dialogue interculturel. Voilà, qui joue un rôle essentiel dans le régime méditerranéen, c'est aussi les espaces culturels, les festivités et les célébrations, parce que ça aussi c'est une grande partie de notre tradition en Italie, comme je pense pareillement en Algérie. Voilà, aussi quand on y pense à notre régime, c'est aussi par rapport aux céramiques qu'on utilise. Moi, j'ai dans ma tête, dans mes records aussi les assiettes, ces grandes assiettes qu'il nous faut pour partager un dîner quand on est en famille ou quand on est entre amis.
les femmes aussi, elles sont un patrimoine matériel de l'humanité. Parce que sinon, quand on pense au bassin méditerranéen, on voit des sociétés qui étaient à partir du Roman, des Grèces et tout ça, c'est des sociétés patriarcales, comme je pense pareillement au Maghreb. Donc, c'était que les femmes qui restaient à la maison et qui cuisinaient. Donc, c'est eux les principaux moyens de transmission de ces connaissances. Les marchés aussi, ils sont très importants au régime méditerranéen parce que les marchés, ils nous donnent toujours un coup d'œil de ce qui est parfaitement en saison, donc c'est moins cher et plus frais aussi. Ça aussi, c'est très important. Donc voilà, là on vient aux habitudes alimentaires du régime méditerranéen. On sait, je pense un peu tout le monde qui connaît la pyramide. On va dire, là on a la pyramide, je pense un peu tout le monde qui connaît la pyramide du régime méditerranéen. Donc on a à la base la consommation des fruits et des légumes. Et aussi des produits de céréales, particulièrement les blés, qui est commun à tous les bassins du Méditerranée. Donc des céréales et aussi des légumineuses, un peu de poissons, bien sûr, parce que aussi le bassin de Méditerranée, il nous voit tous face à la mer. Donc, bien sûr, c'est très bien la consommation des poissons, des coquillages, des fruits de mer. Et après, on passe au côté viande. Donc, on a un peu de viande blanche. On sait que dans les bassins de Méditerranée, c'est pas assez souvent qu'on voit des vaches, plus en Italie. Donc, je parle pas pour nous, mais pour tous les bassins, on ne voit pas souvent, surtout sur les îles, sur les côtes et tout ça, l'élèvement des vaches. Donc, c'est souvent substitué pour les brebis, pour les chèvres et pourquoi pas pour les volailles et tout ça. Donc, la viande blanche, c'est bien de la consommer même quelques fois par semaine, pas assez souvent. Par contre, la viande rouge, on sait tout le monde, on doit la consommer de moins en moins. Encore moins des sucres raffinés, donc des sucres qui sont pas bien pour la santé, des sucres qui nous arrivent pas des glucides, des céréales et du blé, on va dire. Donc, très, très peu. Même parce que si on y pense à notre tradition, normalement, les sucres et tout ça, les produits qui nous lient à la pâtisserie, en fait. Donc, les sucres raffinés, ils sont consommés qu'en fait pendant les fêtes, c'est une consommation occasionnelle des sucres. Donc, ça serait mieux de n'en manger un peu moins et de le réserver que pour les festivités, que pour de bonnes occasions. Le régime méditerranéen, c'est un régime qui nous oblige un peu aussi à manger de moins en moins gras. Donc, on sait très bien que les protagonistes absolus du régime méditerranéen, c'est bien l'huile d'olive, donc qui c'est considéré les graisses pour excellence qu'on utilise pour la cuisson et pour la consommation en cru au quotidien. Donc, on y mange, le but c'est d'en manger quand même de moins en moins. Mais aussi moins sucré, bien sûr, parce qu'on avait dit qu'il faudrait le garder que pour des occasions spéciales, mais aussi moins salé. Donc, je ne sais pas si c'est le pareil en Algérie, je ne sais pas si c'est le pareil chez vous, mais c'est aussi un fait que le sel n'est pas bien pour notre système cardiovasculaire, qu'il faudrait manger des moins salés. On a la chance que dans notre régime méditerranéen, on a la possibilité d'y cuisiner et d'y donner du goût à ce qu'on mange avec de l'ail, des oignons. C'est des végétaux qui ont très peu de calories et beaucoup de goût. Les herbes aromatiques, moi je pense chez moi au romarin, au thym, au basilic, pourquoi pas en Italie. Donc on peut donner du goût à ce qu'on mange avec des herbes aromatiques et pourquoi pas, je pense beaucoup plus chez vous que chez nous avec les épices. Les épices, ils sont une vraie astuce pour consommer de moins en moins de sel et pour donner quand même du goût aux piétons. Donc, aussi, c'est vrai que le régime méditerranéen, c'est très, très bien pour notre santé.
C'est bien, très, vraiment pour l'environnement. Donc, pourquoi? C'est qu'on a vu, c'est que la production des légumes, des végétaux et tout ça, et surtout la production de céréales, des blés et des légumineuses, c'est rien pour ce qui regarde à la production des gaz à effet de serre. Qu'on a vu, comment dire, c'est produit beaucoup plus quand on parle d'élévement des viandes, surtout des viandes rouges. Donc, l'élévement des vaches, c'est normalement grand pour la production du gaz à effet de serre. C'est beaucoup mieux pour ce qui regarde l'agriculture et tout ça. Mais ça va être assez durable aussi pour sa variété, parce que c'est aussi un régime qui nous permet de tout manger en fait. Il y a rien vraiment qui est interdit au régime méditerranéen. Donc ça, c'est aussi bien, c'est aussi bien quand on tient un régime de le garder durablement, non? Et pour sa variété, on ne se fatiguerait jamais de manger tout ce qu'on a par rapport à notre biodiversité. C'est très bénéfique pour la santé. Ça nous oblige pour ça à travailler avec la saison. Donc, quand on travaille avec des fruits et des produits des saisons, des légumes des saisons, c'est déjà qu'on a fait le meilleur choix qu'on pouvait faire par rapport à la consommation des végétaux. Donc, ce qui est en saison, c'est plus frais parce que c'est frais maintenant. Donc, ça arrivait au marché pas plus tard d'hier. Et c'est aussi, comment dire, il a un point de prix déjà parfait. Il n'y aura pas un moment dans l'année où on le trouverait moins cher que ça. C'est vrai aussi que ce qui a changé, et là, aujourd'hui, c'est qu'on trouve... on trouve presque tout pendant toute l'année. La globalisation nous a forcé un peu à ça. On trouve des tomates en janvier, on y trouve le basilic en janvier, pareillement on y trouve les oranges et les citrons pendant l'été. Il faudrait s'efforcer de garder ces patrimoines culturels immatériels, non? Il faudrait s'efforcer de savoir d'apprendre à travailler avec la saison, parce que ce que la nature nous donne dans ces moments, c'est déjà les plus parfaits qu'on peut trouver pendant l'année. Donc, il faudrait un peu s'efforcer de travailler avec la saison. Après, ces diversités, ces biodiversités, ils nous garantissent aussi cette fameuse diversité des paysages et des environnements qu'on y pense quand on pense à l'Italie. Chez nous, on a des montagnes. On a des montagnes, on a des campagnes, on a la mer, on a des îles, on a une diversité des paysages qui déjà nous donne envie de voir un peu qu'est-ce qu'on consomme à la montagne, qu'est-ce qu'on consomme proche de la mer. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais je pense que c'est comme ça. Cette diversité, c'est un peu notre trésor. On la garde très fière. Et voilà. Donc, là, je voudrais un peu vous parler, voilà, comme on disait, de l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est un peu le protagoniste de notre régime méditerranéen. C'est les gras, bien sûr, les plus sains qu'on peut utiliser. C'est très riche en antioxydants. Et donc, c'est bien aussi de le consommer pour notre santé. Par rapport à il a un goût merveilleux, donc ça aussi on ne peut pas oublier. Ça c'est un peu la géographie de la production d'huile d'olive. Vous voyez, ça se produit along tous les bassins du Méditerranée, expressément dans le sud de l'Italie, en Espagne, en Portugal, tous les Maghreb, vraiment la Grèce, les Balkans et tout ça, un peu l'Égypte, tout ça. Voilà, ça c'est ce qu'on disait de notre biodiversité en Italie. Je pense en Italie, on garde plus de 42% des typologies d'olives qu'on a dans tous les bassins de Méditerranée. Donc, on y est très fiers. Au deuxième place, on a l'Espagne, après la France, puis la Grèce. Et c'est un petit bout de variété qui se trouve dans le reste du monde. Non? Donc, c'est ces diversités qui nous rendent aussi très fiers.
Là, on voit un peu comment on a la production d'huile d'olive en Italie. On a 1,1 million d'hectares dans tous nos terroirs qui sont spécifiés pour la production d'huile d'olive. Donc, avec 180 millions d'arbres, plus de 650 cultivars, dont il y en a 400 qui sont indigènes, donc qui poussent qu'en Italie. On est très fiers de notre olivier et de notre variété. Voilà, donc c'est que par contre 25 cultivars, donc 25 typologies d'oliviers qui nous permet les 58% de la production qu'on a chez nous. Donc c'est pas que tous les oliviers produisent la même quantité d'huile, donc ils sont pas très cultivés aussi en toute l'Italie. Là on a un petit test. Là, on faisait un peu comme ça. Moi, je me pose des questions, vous pouvez répondre avec moi et après, on se donnera des réponses. Par contre, je vous rappelle que si vous voulez, vous pouvez poser des questions aussi. Vous voyez, il y a un petit point de questions sur votre petite page. Là, si vous voulez, vous pouvez écrire des questions. On les verra après, on y répondra après. Alors là, je vous demande, lors de la dégustation de l'huile d'olive extra vierge, la mer et l'épicé sont perçus comme des défauts. Est-ce que ça c'est vrai ou c'est faux selon vous? Alors moi j'ai dit c'est faux, donc c'est surtout ce qu'on cherche quand on parle d'huile d'olive extra vierge. Donc on parle d'acidité quand on parle d'huile d'olive extra vierge, mais on sait que l'acidité pour que l'huile soit classée vierge extra, ça doit être inférieur à 0,1%. Ça c'est très très peu. Par contre, il ne faut pas se confondre quand on parle d'acidité, c'est pas que cette acidité lui donne un goût acide. Alors souvent, nous, on se confond entre ces goûts acides que c'est souvent donné de ces côtés épicés et plus amers qu'on trouve dans l'huile d'olive. C'est surtout quand on cherche un bon huile d'olive, moi je cherche toujours des senteurs, pas que ces senteurs tactiles, non, des piquants et tout ça. Moi je recherche un peu l'odeur de l'herbe qu'on s'est juste coupé, des agrumes, des amandes, des noisettes un peu. Des fleurs, c'est ça que je cherche quand je cherche un bon huile d'olive. Voilà. Donc, on le peut appeler huile d'olive extra vierge par rapport à ses caractéristiques chimiques. Donc, comme je le disais, sont très très basses teneurs d'acidité et ses caractéristiques organoleptiques. Donc, ça doit atteindre les minimales des tests organoleptiques spécifiés. Là, on a je vous dis, on produit de l'huile extra vierge en Italie dans toutes les régions, sauf que deux. Donc, partout du nord à sud, on a différentes typologies. Ça, c'est les appellations d'origine contrôlée qu'on trouve en Italie. Ils sont vraiment beaucoup. Et tous les huiles qu'on trouve du nord à sud, ils ont un peu des différentes typicités. Donc, quand on parle du sud de l'Italie, on parle souvent de huile vierge extra un peu plus chargée, très fort dans les senteurs piquants et herbacées, c'est très très fort. Parce qu'ils ont poussé au soleil. Donc, nous, on sait que la récolte des olives en Italie, ça arrive entre octobre et février. Donc, quand les olives ils sont pressées vers les débuts de saison, ça sera très vert, ça sera très herbacé. Quand les olives sont pressées plus tardives, les senteurs seront plus chaudes. On sent vraiment, on retrouve le goût du soleil, de la maturation au soleil dans les olives qui viennent récolter plus tard. Et ça surtout du sud de l'Italie, où, je ne sais pas si vous savez, mais nous on a un climat bien sûr méditerranéen, mais qui ça change beaucoup du nord à sud. Donc au sud, on y trouve plus souvent ces senteurs de chaleur des olives poussées au soleil. Comment conserver l'huile?
c'est l'huile d'olive quand c'est pressé à froide, et ça c'est toujours quand on parle de vierge extra, c'est très très sensitive au soleil, à l'oxydation qui soit donnée par l'oxygène ou par le soleil. Donc c'est très très bien de ne pas le garder dans le plastique, surtout parce que le plastique transmet, c'est très fin, donc ça passe, les chaleurs se passent tout de suite, et aussi ne le protège pas de les lumières. C'est très bien aussi le verre. Donc, quand on pense chez nous, les verres, la terre cuite ou la porcelaine, quand on pense aux bouteilles d'huile d'olive chez nous, c'est vert toujours. Donc, c'est couleur foncée qui le protège aussi du soleil et de chaleur, bien sûr, également. Ça serait aussi bien, si on n'a pas la chance de garder l'huile d'olive en dessous des 12 degrés centigrades, mieux peut-être de le garder au frigo. Normalement, ça ne se fait pas parce que c'est bien de le consommer bien liquide et tout ça. Surtout, ça serait bien de ne pas le conserver très longtemps pour ces problèmes d'oxydation, mais mieux que le garder au chaud, c'est de le garder au réfrigérateur peut-être. L'huile d'olive extra vierge peut être utilisée pour la friture. Et là, c'est un peu controverti parce que, moi j'ai dit, c'est vrai, c'est très très bien d'utiliser l'huile d'olive vierge extra pour la friture. Par contre, parce qu'il a un point de fumée très très haute, la qualité, on a déjà dit, du gras de l'huile d'olive, elle est parfaite, elle est riche en oméga 3 et tout ça, donc ça nous fait aussi du bien. Par contre, ce qu'il a, c'est un goût fort, un goût très très fort et très personnel qu'on ne trouve pas dans l'huile de pépin, dans l'huile de maïs, dans l'huile de colza. Par contre, pour ce qui c'est par rapport à la qualité du gras, ça peut être les meilleures huiles pour la friture. Un autre contre qu'on peut avoir, c'est aussi que ça va être un peu cher d'y frire avec de l'huile d'olive extra surtout, parce que je ne sais pas chez vous, mais même chez nous, les coûts, c'est haut. Comment utiliser correctement l'huile d'olive? Il y a différentes façons. On peut l'utiliser comme un ingrédient. Donc, je pense en Italie, on a des différentes pâtes dont l'huile d'olive, c'est un ingrédient. Donc, c'est très bien de le mettre à la pâte. C'est très bien de l'utiliser aussi pour des préserves. Parce que quand chez nous, on le fait souvent, on prépare des préserves, des légumes, je pense aux petits champignons, aux petits artichauts et tout ça, on le met sous huile. On le met sous huile parce que ça nous enlève les problèmes liés à l'oxygène et à l'eau libre. Donc, quand c'est couvert en huile, ça va être très bien conservé. Après, on peut l'utiliser comme condiment dans nos légumes, dans nos salades, dans tout ce qu'on veut, bien sûr. Mieux de l'utiliser à cru. Et sinon, comme graisse de cuisson, donc pour frire ou pour cuisiner. Aussi, pareillement, très bien. Il faut aussi garder que si on l'utilise pour des cuissons, ça va oxyder un petit peu. Donc, on va perdre un petit peu des micronutriments qu'on y trouve dans l'huile d'olive quand c'est cru. L'huile d'olive vierge extra contient la même quantité de calories que l'huile de tournesol. Ah bah, mesdames et messieurs, c'est vrai, bien sûr, c'est un 100% gras. Donc, une cuillère d'huile d'olive, ça a les mêmes quantités de calories qu'une cuillère d'huile de tournesol. C'est que du 100% gras. Par contre, bien sûr, la qualité des gras qu'on ingère, ça change beaucoup. Donc, mieux, bien sûr, de choisir l'huile d'olive. Quand on achète de l'huile d'olive, bien sûr, c'est garder de ce qu'on appelle l'Italian sounding. Donc, il faut toujours rechercher une appellation d'origine contrôlée, une appellation d'origine géographique qui nous garantit la typicité de l'huile d'olive. Voilà, on faisait un peu se méfier de ce true Italian taste, le véritable saveur d'Italie. Il faut rechercher des appellations d'origine contrôlée. Voilà. Là, on passe aux pastas. L'autre, on va dire l'origine, peut-être. Si l'huile, c'est le roi, la pasta, donc les pâtes, c'est l'origine, la pasta de notre cuisine italienne. On la consomme partout. Les pâtes sont toujours faites avec des œufs. Ah, bien sûr que c'est faux, mesdames et messieurs, ça change beaucoup du nord au sud de l'Italie, ça change beaucoup dans la tradition italienne.
parce que les pâtes, ça peut être fait avec, bien sûr, des farines. Il y a deux choses qui ne changent pas, c'est des farines et une partie liquide. Donc après, la farine, dans sa qualité, avec ce qui est fait, ça peut changer énormément de nord à sud. On utilise aussi de la farine de riz, on peut utiliser de la farine de maïs, du sarrasin, des poutres, tout ça. Comme l'eau, ça peut changer avec les œufs souvent. Dans certains cas, on aime bien utiliser quelque chose pour aromatiser nos pâtes. Donc ça peut être souvent le cacao, la tomate, il y a des herbes fraises comme le basilic, les épinards bien sûr, qui arrivent à faire part de notre pâte. Et ce qui change vraiment beaucoup du nord au sud, c'est comment la façon, c'est la forme qu'on lui donne, que ça change énormément. Bien sûr, comme je vous disais, la farine, l'eau ou des autres liquides, d'autres ingrédients qui peuvent l'aromatiser. Il faut tout mélanger, il faut lui donner la forme, donc la façonner. Et après, ça change. On peut farcir des pâtes avec des farcitures les plus variées. Et quand c'est comme ça, on la consomme toujours fraîche. Les pâtes farcies chez nous, c'est fraîche. Sinon, on peut la faire sécher une fois qu'on lui a donné la forme. Et donc, on fait des pâtes simples et comme ça, on les peut consommer aussi fraîches et sèches. Donc, les pâtes farcies, ça sera toujours frais. Les pâtes pas farcies, ça peut être séché ou consommé frais. Les pâtes sèches sont-elles faites avec quel type de blé? Blé tendre ou blé dur? C'est du blé dur, c'est de la semoule. Donc, ça change aussi un peu de nord au sud. Parce qu'au nord, on a l'habitude d'utiliser du blé tendre. Et souvent, donc, on mélange les blés tendres avec les œufs. Après, au centre de l'Italie, on peut trouver les deux. Donc, on a soit la pâte semoule eau, soit la pâte blé, farine de blé tendre et œufs. Au sud, par contre, voit pour la chaleur, il faut voir pour la différents climats aussi qui nous a donné cette tradition un peu différente, c'est que de la semoule et de l'eau. Les pâtes farcies, il y en a vraiment beaucoup. Il faudrait un webinaire pour parler que de ça. Il y a je pense, des centaines de façons pour façonner la pâte farcie chez nous. Parma, c'est là où vous voyez Annolini. Ça, c'est chez moi. Ça, je connais très bien. Pareillement, pour ce qui c'est par rapport aux pâtes simples, on a vraiment des centaines du nord au sud, qui soient longs, qui soient courts, qui soient très petits. Je pense que le plus fameux, c'est peut-être les lasagnes, spaghetti, vermicelli, les tortiglioni, et tout ça, les penne. Il y en a des centaines. Il faudra vraiment un webinaire à part. Pour ça, je vous demande quel est le format des pâtes idéal à utiliser lors de la préparation de le ragoût à la bolognaise. Et je vous dis déjà, ce n'est pas les spaghettis comme tout le monde il pense, c'est des tagliatelles. Tagliatelles, c'est une façon de pâte qui est plate, assez longue. Le disciplinaire, c'est dire à peu près 15 cm de longueur pour 1,5 cm de hauteur. Et ça, c'est la pâte parfaite pour être consommée avec les ragoûts bolognaises. Parce que c'est, quand on y pense aux pâtes longues, c'est très très bien pour prendre la sauce. Alors, ça prend bien le goumitule et la matasse, ça prend bien la sauce et tout ça. Et c'est une pâte à base d'œufs, les tagliatelles. Les spaghettis, par contre, sont toujours une pâte à base de semoule et eau. Donc, œufs et bolognaise, parfait. Les pâtes, il faudrait les cuire dans l'eau froide et lentement la porter à ébullition. Bien sûr que c'est faux. Bien sûr que c'est faux. Il faut toujours cuire les pâtes dans de l'eau bouillante et salée, déjà bien bouillante. On peut cuire la pâte aussi dans des bouillons directement.
Et justement, une fois que notre liquide il est arrivé à ébullition, il faut mettre la pâte, attendre son temps de cuisson. Après, on peut le consommer dans son liquide de cuisson. Comme c'est un bouillon, bien sûr, on n'ira pas manger des pâtes dans de l'eau salée, on la cuite. Sinon, il faudra les goûter et comme ça, on a la pasta asciutta. Après, on a genre de ces condiments, ces sauces, tout ça. Ou on peut faire une stratification si on parle des lasagnes. Merci pour votre attention. Je pense qu'on a vraiment beaucoup dit par rapport au régime méditerranéen, mais qu'il nous restera encore vraiment beaucoup à dire. Et là maintenant, c'est avec plaisir que je vous introduise Monsieur Zaïd Abdeltif, le directeur général de ESHRA, l'école d'hôtellerie d'Alger, qui est une vraie propre institution pédagogique qui s'occupe de la formation de l'élite et de la gestion de l'hôtellerie et de la restauration. Excellences, chers amis. Permettez-moi tout d'abord de remercier Monsieur l'ambassadeur d'Italie en Algérie, au nom de l'École supérieure de l'hôtellerie et de la restauration que je représente, et de nous donner cette opportunité à participer sur le thème de la diète méditerranéenne dans son édition de 2020 de la Semaine de la cuisine italienne dans le monde. On ne peut pas s'abstenir de rendre hommage à cette cuisine italienne mondialement connue et très appréciée par nos Algériens, particulièrement à travers les pâtes et les pizzas. D'ailleurs, nous sommes très heureux d'annoncer l'ouverture prochaine d'un des restaurants d'application de l'école dédié à cette cuisine qui s'appellera le Méditerranée. À travers notre contribution, nous voulons d'abord passer deux messages. Le premier est de vous faire connaître notre école, l'École supérieure de l'hôtellerie et de la restauration d'Alger, qui est nouvelle sur le marché de la formation et a pour ambition de former des managers dans l'hôtellerie et la restauration pour répondre aux besoins croissants de l'industrie hôtelière en cadre compétent qui puisse relever la qualité du management des établissements hôteliers et de la restauration. Notre école offre essentiellement deux formations aux bacheliers, l'une en diplôme de licence agréé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et un diplôme de bachelor délivré conjointement avec la prestigieuse École hôtelière de Lausanne. Tous nos programmes de formation sont placés sous la certification académique de cette école suisse. Il est évident que notre école, qui se veut méditerranéenne, est ouverte aux autres écoles de formation qui puissent venir contribuer à élever le niveau et diversifier les programmes de formation postgradués avec l'introduction des nouvelles technologies dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Aujourd'hui, nous sommes également fiers de l'infrastructure de notre école qui peut répondre à tous les besoins de formation et toutes les écoles méditerranéennes sont les bienvenues. Mon second message consiste à exprimer notre volonté d'engager notre école pour pouvoir être garante de transmettre fidèlement notre patrimoine culinaire en créant prochainement l'atelier de préservation du patrimoine culinaire algérien. Nous confions cet atelier à Madame Sellem pour sa passion dans ce domaine et ses différentes recherches scientifiques. Je suis persuadé qu'elle saura fédérer autour d'elle toute la communauté universitaire et estudiantine pour identifier et authentifier ce patrimoine culinaire typiquement algérien. Ce travail de mémoire d'identification culturelle ne peut être confié qu'à une institution de recherche et d'hospitalité où d'abord toute personne peut contribuer par le dialogue, la solidarité et la transmission des connaissances. La seconde mission de cet atelier est de permettre de transmettre à nos jeunes étudiants, futurs décideurs et tous les professionnels
de mettre en avant dans leur programmation la cuisine algérienne qui est un patrimoine méditerranéen et qui est malheureusement peu présent dans l'offre commerciale de nos restaurants alors qu'il est ardemment recherché par les touristes. Enfin, je réitère mes remerciements aux organisateurs de ce forum pour qu'ils continuent à encourager et développer le dialogue et la solidarité entre l'Algérie et l'Italie pour une coopération efficiente méditerranéenne. Merci à tous. Et là, je vous présente Yasmina Sellam, qui après 30 années d'enseignement en agronomie, elle s'est finalement consacrée à ce qu'elle aime le plus, c'est-à-dire la cuisine bio et au savoir des sans terroirs. C'est en 2011 qu'elle ouvre une table d'hôte qu'elle appelle Dar Jeddi. Bonjour, je suis Yasmina Sellam, je suis la fondatrice de Dar Jeddi, une table d'hôte qui est spécialisée dans la gastronomie traditionnelle algérienne. Je suis aussi collaboratrice avec l'Eshra. J'ai toujours défendu les gastronomies ethniques. Et parmi les gastronomies ethniques que je défends la mienne, la méditerranéenne. La gastronomie méditerranéenne ou le régime méditerranéen. Comment peut-on définir la gastronomie méditerranéenne? Elle est liée à un climat méditerranéen et c'est la gastronomie de tous les pays du bassin méditerranéen qui ont toujours et tous une partie de leur territoire qui sont régis par le climat méditerranéen. Mais avant de parler de la gastronomie, c'est quoi le climat méditerranéen? Le climat méditerranéen est un climat qui s'est installé à la fin de l'ère quaternaire sur cette partie du monde. Il s'est installé et a été suivi par l'installation d'une végétation ou d'une flore et d'une faune qui lui sont spécifiques. Donc, le climat méditerranéen, c'est lui qui a déterminé notre gastronomie méditerranéenne. Pourquoi? Parce que nous avons, et nous met à notre disposition, une végétation, donc des légumes, des fruits, des animaux que nous consommons, donc spécifiques à cette région. Mais c'est quoi le climat méditerranéen? Le climat méditerranéen, sa particularité, c'est que le régime pluviométrique est hivernal, c'est-à-dire que les pluies sont en hiver et en été, c'est plutôt une période sèche. Ce climat, cette configuration climatique est celle que préfère l'olivier. Et l'olivier, ou l'huile d'olive, c'est l'élément central qui a permis la construction de la gastronomie méditerranéenne. Donc c'est la matière grasse principale du régime méditerranéen. En plus de l'huile d'olive, le climat méditerranéen met à la disposition de l'homme méditerranéen donc une végétation très variée. Alors, nous mangeons des verdures fraîches et sèches et nous mangeons des verdures cultivées et sauvages. Nous mangeons des fruits frais et des fruits secs. Nous mangeons des légumineuses qui sont source de protéines végétales et nous mangeons les légumineuses fraîches et sèches. Nous mangeons donc en plus, voilà, nous mangeons des céréales aussi. Les céréales, on les mange complètes, c'est-à-dire avec leurs téguments qui constituent des fibres. Pour la nourriture carnée, le climat méditerranéen nous permet d'avoir du poisson, puisqu'on est autour de la mer, nous permet d'avoir des viandes blanches, donc de la volaille. La viande rouge, elle est plutôt secondaire dans le régime méditerranéen. Donc vous voyez que le régime méditerranéen est très varié. Ses légumes, ses fruits, ses viandes, tous les éléments qui constituent la table méditerranéenne sont très variés. Et ils sont très liés à cette région. Mais il ne faut pas croire aussi que le climat méditerranéen n'existe que dans le bassin méditerranéen. Il existe en Californie, il existe au Chili, il existe dans le sud-ouest de l'Australie et le petit bout du cap de Bonne-Espérance en Afrique. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le climat méditerranéen où nous vivons. Et donc cette gastronomie méditerranéenne qui est actuellement un effet de mode. Le régime méditerranéen est vraiment sur les plateaux télé, tout le monde en parle, les articles de journaux, mais s'il est maintenant un effet de mode, dans l'Antiquité, c'était une philosophie de vie.
Alors, les Grecs, les Romains, les Numides, les Puniques, tout ce monde-là vivait de ce régime méditerranéen. Alors, ce régime, tout le monde reconnaît ses vertus. Mais ce qui me dérange, moi, actuellement, c'est qu'il y a une standardisation de la gastronomie mondiale. Pourquoi? C'est l'import-export, les échanges entre les pays qui font que des éléments qui n'ont rien à voir avec notre écosystème viennent le déranger. Parce que nos écosystèmes sont équilibrés. Mais dès qu'il y a des éléments nouveaux qui viennent déséquilibrer notre écosystème, eh bien, notre alimentation en pâtit. Rappelez-vous l'histoire du lapin en Australie. L'écosystème était bien équilibré, et puis hop, on introduit le lapin, et le lapin, il a fait fureur en Australie, il a vraiment fait des dégâts. Et donc c'est comme ça, les écosystèmes, il ne faut pas les déséquilibrer avec de nouveaux produits. Le Méditerranée a toujours mangé ses produits locaux. Et ces dernières années, il y a des éléments qui viennent de partout dans le monde, qui viennent s'intégrer à ce régime méditerranéen et qui peut-être le déséquilibre et le rendre moins intéressant qu'il y a quelques années ou quelques siècles ou quelques millénaires. Donc, moi, ce qui me rassure, c'est que des voix sont en train de s'élever dans le monde pour dire arrêtez d'échanger trop d'éléments, arrêtez d'importer trop de choses qui déséquilibrent notre alimentation. Restez dans vos aliments pour lesquels votre organisme est constitué et rester authentique culturellement pour être des curiosités touristiques que des gens viennent chercher une aventure touristique qui permet, parce que l'aventure touristique commence toujours par le voyage mais se termine toujours par le palais. Donc je vous retrouve une autre fois, Inch'Allah. Merci Madame Selam, c'est très intéressant d'entendre qui des chefs comme moi, mais qui viennent de l'autre bout du monde, ont des visions tellement intéressantes et tellement différentes de la même chose qu'on voit tous les jours. Et là, c'est avec plaisir que je vous introduis une autre exceptionnelle femme de la restauration, et la chef Sherazade, une vraie spécialiste dans la cuisine maghrébine et surtout algérienne. Elle assure aujourd'hui des formations et des ateliers de cuisine. Elle est aussi chef dans de nombreuses émissions télévisives, mais aussi autrice des 2 livres de cuisine et créatrice de le site lesjoyeuxdesherazade.com. À vous, Madame Sherazade. Je suis très heureuse de vous introduire. Je suis sûre qu'elle n'a pas besoin encore d'introduction chez vous en Algérie. Elle est chef Sherazade, qui est une spécialiste dans la cuisine maghrébine et bien sûr algérienne surtout. Elle assure aujourd'hui des formations et des ateliers de cuisine. Elle est aussi chef protagoniste de nombreuses émissions culinaires sur la télé. Elle a aussi écrit 2 livres de cuisine. Je suis très pressée de lire, s'ils sont en français. Et des créatrices du fameux site de cuisine, les joyaux de Sherazade.com. Madame Sherazade, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très très bien maintenant. Merci, bonjour. Alors, bonjour, ravi d'être parmi vous et de participer à cette semaine de la gastronomie italienne, moi qui adore cette cuisine et qui a eu le plaisir de la déguster en voyageant en Italie à 3 reprises, et j'espère pouvoir un peu balayer tout le pays pour pouvoir découvrir ce qui existe. Alors, moi, j'aimerais parler de 2 sujets qui me tiennent à cœur. On va parler de la transmission et de cette cuisine qui est amour et partage. Quand on dit cuisine, on parle de souvenirs. Je crois que chacun d'entre nous a des souvenirs d'enfance. Moi, j'ai le premier souvenir qui me revient, le souvenir de ma grand-mère assise sur sa haïdora. Alors, la haïdora, c'est la peau de mouton qu'on gardait après chaque Aïd. Puis elle faisait son pain tous les jours de sa vie. Elle faisait son pain, mais elle réchauffait le pain qui lui restait de la veille sur le feu pour le prendre avec son café. Donc, je me souviens aussi de la fleur d'oranger, de l'odeur de la fleur d'oranger quand on préparait des gâteaux et des amandes qu'on torréfiait. Le souvenir de l'odeur de la coriandre qui est ultra puissante les journées de Ramadan
où toutes les maisons faisaient soit une shorba, soit une hira, qui est l'une des deux grandes spécialités des soupes algériennes. Donc oui, quand on parle cuisine, on parle souvenir, souvenir de sa maman, souvenir de sa grand-mère, souvenir de ses tantes, et généralement souvenir d'une femme. Et la question, elle est là, cette transmission qui se fait à travers des femmes. Quand on parle aussi de cuisinières, de bonnes cuisinières chez nous, et j'imagine que c'est le cas dans plein de pays, surtout les pays méditerranéens, on ne va pas la juger selon les produits qu'elle possède, mais on va la juger selon l'opération qui va, mais bien à l'opération qui va rendre ces produits bons. De la même façon que qu'on va reconnaître la touche d'un maître sur un tableau. Et c'est vrai, en fait, les meilleurs mets auxquels, enfin, qui restent gravés, c'est des mets simples avec des produits très simples. Il n'y avait pas de superflu, il n'y avait pas de chichi, il y avait juste quelques ingrédients, mais sublimés et agencés dans une alchimie juste magnifique. Moi, la dernière fois, quand j'ai visité l'Italie, on était dans un restaurant, c'était très bon. Et j'ai dit à mon mari, et Dieu créa la cuisine italienne. Parce que c'était simple, hein, c'était un plat de pâtes avec des tomates cerises, avec du basilic, avec une bonne huile d'olive, mais c'était bon. C'était très, très bon. Donc, quand on parle de la transmission, cette transmission, elle se fait grâce aux notions d'apprentissage et d'enseignement. Elle démontre la coexistence de deux univers, enfant et maternel. C'est vrai, cette relation entre l'enfant et sa maman qui lui apprend des choses, ainsi que la relation intime qui s'est créée entre eux. L'initiation à la cuisine débute dès le plus jeune âge, grâce au processus de familiarisation. Cette dernière provient justement de la quotidienneté. C'est tous les jours qu'on voit ça, de la présence physique dans les cuisines maternelles, de l'observation et du goût. Le corps et ses sens sont indispensables à l'acquisition comme ils le sont à la pratique. C'est ces journées qu'on a passées à sentir, à goûter, à être présent avec nos mamans et avec nos grands-mères pour apprendre cette cuisine. Cette cuisine, jusqu'à maintenant, elle s'est toujours transmise grâce justement aux mamans. On disait que ces deux mères en fille. Encore à l'époque, je ne sais pas si c'était le cas en Italie ou en Algérie, c'était chasse gardée. Chaque famille avait ses secrets de fabrication, avait ses secrets par rapport à une telle ou telle recette. La cuisine, elle s'est démocratisée vraiment, et maintenant, elle se fait autrement. Elle se fait aussi grâce aux réseaux sociaux. Mais si je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, se fait majoritairement grâce aux femmes. On dit que les meilleurs chefs, c'est des hommes, mais pour moi, les meilleurs chefs, c'est nos mamans et nos grand-mères. Et je crois qu'on peut être dans les meilleurs restaurants au monde. Rien ne va égaler cela. Donc voilà, ça c'est par rapport à la transmission du savoir-faire qui s'est faite à travers des siècles et des siècles, qui a pu arriver jusqu'à nous. Mais quand on parle maintenant de produits qu'on trouve autour de ce bassin méditerranéen, et c'est pour ça que je crois qu'on se reconnaît et qu'on aime les cuisines des uns et des autres, parce qu'on utilise généralement les mêmes produits. On va les sublimer peut-être différemment, on va peut-être les préparer différemment, mais on va travailler avec les mêmes produits. On aura la présence des fruits et les légumes qui ont vraiment leur empreinte, les fruits à coque qui chez nous sont très présentes et dans le salé comme dans le sucré. Le sucré plus, mais dans le salé aussi. On va trouver des amandes, des noix dans nos plats sucrés salés. Moi qui est de l'ouest de l'Algérie, c'est une spécialité que j'affectionne particulièrement. On va trouver aussi la présence des légumineuses qui sont très présents justement dans la cuisine autour de la Méditerranée et dans la cuisine algérienne. Par exemple, quand je prends le pois chiche, on a énormément de recettes de tagine et les pois chiches sont présents, aident à rendre ce plat consistant et à rendre ce plat généreux, tel qu'on aime les préparer et les servir dans un cadre familial ou pour nos convives. On va trouver la présence des herbes fraîches surtout. La coriandre et le persil sont ultra présents dans la cuisine algérienne. On trouve le basilic, le romarin, mais
plus ces deux ingrédients. Qu'est-ce que je pourrais parler de quoi d'autre? Bien sûr, comme elle a dit Anna Slem, le poisson, parce que c'est la Méditerranée. Mais l'Algérie, vu son histoire et vu sa superficie, on va trouver cette cuisine méditerranéenne, mais aussi une cuisine un peu subsaharienne. On va trouver aussi des ingrédients qui vont sublimer cette cuisine, la date, les truffes des déserts, et bien d'autres ingrédients qu'on trouve que dans cette région de l'Algérie. Je pourrais parler de quoi d'autre? De la générosité de cette cuisine, de ces ingrédients qui la subliment. Ah oui, les épices. Comme je vous l'ai dit, moi je suis de l'ouest de l'Algérie et c'est vrai qu'on cuisine énormément avec les épices, ça permet de parfumer et c'est vrai, comme elle a dit la chef, ça nous permet de cuisiner moins salé parce qu'on peut parfumer justement nos plats et on peut les sublimer différemment. Ce qui fait aussi la richesse de la cuisine algérienne, justement, c'est la différence des spécialités qu'on va trouver. Quand on voyage en Algérie, on a l'impression de voyager à travers plusieurs pays parce que ça peut changer complètement. Et je dis, l'une des cuisines algériennes qui est très fidèle au régime méditerranéen et la diète méditerranéenne, c'est plutôt, comme vous l'avez dit, une hygiène de vie qu'une diète, c'est la cuisine kabyle parce qu'elle est restée fidèle. C'est la cuisine d'origine, elle a très peu été modifiée à travers le temps, elle a subi très peu de métamorphoses et c'est une cuisine avec quasi pas de sucre en fait. Le seul sucre qu'on va trouver, c'est le miel et le miel naturel qu'on va ajouter avec lequel on pourrait sucrer nos crêpes ou les beignets. Donc voilà. Merci, chef Sherazade. Ça sera vraiment une super équipe, c'est l'Italie et l'Algérie. Et comme je disais, on aurait vraiment beaucoup à apprendre l'un de l'autre. Là, maintenant, ils m'ont passé des questions que vous avez posées pendant notre webinaire. Là, je vous lis la première, on va peut-être répondre ensemble. Est-ce qu'en Italie, vous utilisez aussi d'autres graisses pour cuisiner ou c'est que de l'huile d'olive? Alors, en fait, si vous pensez un peu à la géographie d'Italie, dans Bourg, on est attaché aux Alpes, donc on se plonge dans le nord d'Europe et par contre on se plonge dans la Méditerranée pour tout ce qui est par rapport au sud. Donc c'est normal, et spécialement au nord, on a un peu d'influence qui nous vient de la France, qui nous vient de la mitteleuropéenne, donc bien sûr au nord on utilise beaucoup de beurre aussi. C'est vrai aussi qu'au temps plus ancien, on avait l'habitude d'utiliser aussi peut-être le graisse des cochons pour cuisiner. Là maintenant c'est un peu passé comme tradition et c'est plutôt bien sûr l'huile d'olive, ça du nord au sud, mais bien sûr que du beurre. Et moi je dois dire, j'adore. Comme toutes les choses, par contre il faudrait bien sûr regarder les doses. Il ne faut pas l'utiliser beaucoup, on va dire comme ça. C'est pas la même qualité des graisses qu'on trouve dans l'huile d'olive. Donc bien sûr, c'est très bon, mais il ne faut pas l'utiliser beaucoup. Et là, j'ai une deuxième question, qui c'est, pensez-vous que conviendrait de devenir végétarien ou vegan? Alors là, bien sûr, spécialement aujourd'hui, qui nous recommande de consommer de moins en moins de viande, surtout de viande rouge, mais aussi des produits animaux. Par contre, ce que je dois dire, si vous optez pour un régime qui soit végétarien ou vegan, c'est d'intégrer les vitamines du groupe B, surtout la B12, qu'on ne trouve que dans les viandes en nature, et pourquoi pas le fer aussi. Les fers qu'on n'arriverait pas à avoir assez, même par rapport aux légumineuses et tout ça. Il faut intégrer surtout ces deux groupes. Et surtout de jamais se rapprocher à un régime végétarien ou vegan sans les conseils d'un expert. Je vous dis ça. Et pour moi c'est tout. Là je passe la parole à Gabriele Barone. Merci beaucoup à tous. Nous sommes arrivés donc à la fin de notre webinaire qui, je l'espère, aura contribué à présenter les avantages de la diète méditerranéenne et notamment les caractéristiques extraordinaires des produits et de la cuisine italienne. J'invite ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur ces thématiques à nous contacter via les réseaux sociaux.
sur Facebook et Twitter, ou en écrivant simplement via email à algeri@ice.it. Laissez-moi enfin remercier tous ceux qui se sont inscrits pour suivre ces webinaires, ainsi que tous les intervenants, Monsieur l'ambassadeur d'Italie, nos écoles partenaires, Alma Ejda, Madame Sherazad, Madame Marianalia et tous les autres participants qui nous ont fait la gentillesse de participer. Et puis, un merci spécial à mes collaborateurs du bureau ICE d'Alger. Merci et rendez-vous l'année prochaine pour la 6e édition de la Semaine de la cuisine italienne de l'Europe. Grazie. Au revoir. Arrivederci. Grazie, merci beaucoup à tout le monde.